Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts 17 rayons d'espoir. Nous sommes Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo partis sur les routes d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud à la rencontre de 17 initiatives locales en rapport avec les 17 objectifs du développement durable. Ce podcast raconte le tout premier mois de notre voyage à vélo sur les routes du Sénégal. Bonne écoute! Bon les vélos sont remontés, les sacoches sont faites, on va repartir. Là c'est ouf de se dire que ça y est, c'est le grand départ. J'ai à la fois un peu peur et en même temps j'ai trop hâte. Je sais pas ce que t'en penses toi Mathieu, mais moi c'est... On y est enfin quoi, ça y est. Et ouais, moi aussi j'ai vraiment hâte, mais je suis assez stressé là, parce qu'on sait pas où on va dormir ce soir, on sait pas si on va se doucher, on sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, l'avenir nous le dira. La vie en itinérance est ma plus grande inquiétude au départ. J'ai peur de ne pas trouver où dormir, soit parce que nous ne sommes pas acceptés, soit parce que nous n'osons pas demander, et ainsi de me retrouver dans des situations où je ne me sentirai pas en sécurité. Il faut bien comprendre que si nous avons soif d'aventure, nous avons tous les deux l'habitude de suivre les normes et contrôler nos vies. Aller vers l'inconnu est l'un des plus grands défis de ce voyage. Et c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans l'aventure de manière très progressive. Par exemple, nous ne sommes pas partis directement de l'aéroport à vélo, mais nous avons séjourné une semaine dans une chambre d'hôte à Dakar. Nous avons choisi de commencer par un pays que Mathieu connaît bien et où il a déjà des connaissances. Et bah ça y est, on a fait notre toute première étape à vélo. Alors c'était tout court, juste 8 km, parce qu'on est parti dans l'après-midi. C'était vraiment l'euphorie là, quand on roulait, les sensations qui reviennent, on prend enfin la route, donc trop bien. Et le soir, on a trouvé hébergement dans un sanctuaire marial, où en gros c'est un prêtre qui nous a donné un espèce de petit terrain pour planter la tente. Donc très chouette. Après, personnellement, j'étais un peu plus stressé le soir parce que on réalise un peu ce que ça va être la vie en itinérance. Nous longeons l'océan Atlantique vers le sud, sur ce qu'on appelle la Petite Côte. Ici, l'ethnie majoritaire est celle des Sérères, qui sont pour beaucoup catholiques. Encore une fois, cela nous permet de rentrer très progressivement dans l'aventure. En effet, je suis moi-même catholique et j'ai l'habitude de côtoyer prêtres et communautés religieuses. Je sais qu'en leur demandant l'hospitalité, nous serons bien reçus. C'est donc naturellement que nous nous sommes dirigés vers les presbytères pour passer nos premières nuits. En plus, au milieu de toutes ces nouveautés, partager la même foi m'aide à trouver des repères et à me sentir à l'aise. Dans la ville de Mbodiène, nous sommes même invités à participer à une procession. Nous nous retrouvons donc dans un cortège circulant dans les rues et chantant des prières en sérère auxquelles je ne comprends rien. C'est aussi l'occasion de partager des repas avec prêtres et séminaristes. À Palmarin, nous avons des discussions passionnantes avec l'abbé Michel à propos des ethnies au Sénégal. Une ethnie est un peuple partageant une histoire, une culture et une langue commune. Et il y en a un sacré paquet au Sénégal. Bujikane, jakare som Elmina Jata, Manikin SP Yankore Gami Bignona, département eti Bignona. Heɗanam jam fammayu fede jam yakarame o henna jam. waaw maa ngi leen di bàyyi xel bu baax quoi parce que xam naa ne li ngeen di def nii gaynde rek moo ko man quoi et maa ngi leen di encourager encore quoi. Bon dia. Bon dia, ça veut dire que bonjour. Bon dia. Bonsoir, potard. Potard. Ouais, le soir quoi. En parcourant le Sénégal, nous nous rendrons compte de l'importance des ethnies pour les gens que nous rencontrons. Chaque semaine, ou presque, nous en découvrons une nouvelle.
Les habitants sont fiers de nous apprendre la langue de leur ethnie, qui est aussi souvent leur langue maternelle. Pour nous, ça fait beaucoup assimiler et nous n'apprenons en général que quelques mots de base des langues rencontrées. Plusieurs fois, on nous demande également à quelle ethnie nous appartenons en France. Et tout comme il est difficile d'expliquer à un Français ce qu'on a compris des ethnies au Sénégal, ce n'est pas simple de faire comprendre à un mandingue qu'il n'y en a pas en France. Être breton en France n'a rien à voir avec être peul au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Zal. Je suis avec mon frère Mam Cheikh. Là, on a quitté Ndangan pour destination Foundiougne. Là, on a fait 3 heures de pirogue. Et là, on est juste en face de Foundiougne. C'est là qu'on va déposer nos amis là, qui sont à vélo, pour aller à destination de Cotonou, en vélo. Après Foundiougne, nous plongeons dans le grand bain et testons de dormir dans un village. « 17h30. Le soleil se couche dans 1 heure. Il est temps de trouver un hébergement pour la nuit. Nous nous arrêtons donc à Keurniaout, un petit village au bord de la route, où nous nous adressons à une femme assise par terre avec ses enfants. Mais malgré nos mimes, elle ne nous comprend pas et nous fait gentiment signe d'aller plus loin. Un peu découragés, nous nous enfonçons plus dans le village et rencontrons un groupe de jeunes filles. Là non plus, on ne se comprend pas très bien, mais à force de mimes et de gestes, elle désigne l'une des plus jeunes pour nous mener au chef de village, le tout en riant beaucoup. Nous nous sentons immédiatement en confiance dans cette ambiance très chaleureuse. La petite fille nous conduit très fièrement à son père. Lui parle un peu français et nous arrivons à lui expliquer que nous souhaitons planter la tente dans le village. Il accepte tout de suite, avec enthousiasme, et fait balayer un emplacement dans la cour de la maison pour la tente. Nous la montons alors, observés par une bonne vingtaine de jeunes et d'enfants hilars. Après cela, nous visitons le village. La cuisine se fait dehors au feu de bois. Il faut aller chercher l'eau au puits. Il n'y a quasiment pas d'électricité, à part 2 petites ampoules. Les toilettes sont à la turque et la douche une simple cabine avec un trou au sol. Une question, où vont les eaux usées ? Les maisons sont très simples. 4 murs en briques, un toit et une porte en tôle. L'ensemble est très propre et bien rangé. Nous sommes invités à remplir nos gourdes au puits, mais nous échouons à remplir le seau qui ne veut pas plonger dans l'eau. Je me suis sentie très bête de ne pas savoir puiser l'eau, surtout quand j'ai vu une fille 2 fois plus jeune que moi le faire sans aucun problème. Un peu après, le chef de village nous apporte gentiment une bouillie sucrée au mil et au lait de vache. C'est très bon, mais assez indigeste. Après quelques cuillères, nous avons l'impression d'avoir fait un festin. Nous comprendrons plus tard qu'il s'agit en fait du lard, un plat traditionnel sénégalais qu'on sert souvent le soir en guise de dîner. Cette première nuit en village me plaît énormément. Nous y sommes accueillis de manière très spontanée et cela me rassure sur les prochaines nuits qui nous attendent. Je regrette juste de ne pas avoir créé plus de liens avec la famille qui nous accueillait. Ça sera un défi pour la prochaine fois. Je me sens tellement fière de nous d'avoir réussi à franchir le pas pour demander l'hospitalité dans un village. À partir de là, nous dormirons quasi exclusivement dans les villages. Ces nuits s'enchaîneront mais ne se ressembleront pas. Parfois, nous arrivons à créer des liens très forts avec les adultes, comme cette fois-ci à Karsia, où nous passons la soirée à prendre les 3 thés sénégalais en compagnie de Soulimane, qui nous parle de son métier de menuisier. À Mandina Findifeto, le lien s'établit d'abord avec les enfants. Nous commençons à leur apprendre une chanson à gestes. Bientôt, ceux-ci sont rejoints par les femmes du village, et c'est toute une joyeuse troupe qui se retrouve à chanter et danser sous les étoiles. Et après on tape dans les mains. Et ensuite c'est bon, on recommence et on va de plus en plus vite. La
Nous continuons de pédaler plein sud, et bientôt nous arrivons en Gambie. Ce pays est une langue de terre de 50 km de large, partant de l'océan et s'enfonçant horizontalement sur 300 km dans le Sénégal. C'est une enclave. Nous ne prévoyons qu'une nuit dans le pays, le temps de le traverser du nord au sud pour rejoindre le Sénégal. Nous nous rendons vite compte que nous nous sommes imposé un rythme trop soutenu, d'autant plus que nous devons traverser Banjul, la capitale, et son agglomération. Donc ça y est, on vient de sortir de 45 km à rouler dans l'agglomération de Banjul, la capitale de la Gambie. C'était très intense, entre les camions qui nous frôlent en klaxonnant, les voitures, les charrettes à contresens, la poussière dans le visage. C'était vraiment une capitale africaine comme on les imagine, et à vélo, c'était compliqué. Contraints de rouler aux heures chaudes pour tenir le rythme que nous nous imposons, nous quittons la Gambie épuisés, en ayant eu l'impression de ne pas avoir découvert le pays sous son meilleur jour. Un rythme aussi intense est possible sur le court terme, mais nous décidons de ne plus dépasser 50 km par jour pour tenir sur la durée et avoir le temps de mieux rencontrer les gens que nous croisons. Après la Gambie, nous atteignons la Casamance, une région sénégalaise dont l'ethnie principale est celle des Diola. J'y avais déjà séjourné 1 mois au cours d'un stage pendant mes études, et je retrouve avec plaisir des amis et leurs familles qui nous accueillent. Alors il est 8h du matin, et nous roulons sur une longue route droite. Il fait encore bon et le soleil se lève, donc on a des couleurs qui sont magnifiques. La route est un peu surélevée par rapport au reste du paysage. Donc sur ma droite, on voit des grandes étendues de mangroves, donc avec de l'eau qui serpente entre ces buissons tout verts et très bas en fait. En particulier à Kafountine, nous sommes logés chez Bolong, qui nous héberge plusieurs jours. En étant en immersion dans une famille sénégalaise, j'ai l'impression de pouvoir créer des liens encore plus privilégiés avec chacun, et même presque de passer un moment en famille, qui me permet de repartir gonflé à bloc. Nous avons même pu apprendre à cuisiner le yassa avec Fat Bindou. En fait, c'est un mélange avec des poivrons et du piment qu'on pile. Et je crois qu'on va mettre de l'ail. Et un peu de poivre. Alors déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé plein d'oignons en petits dés à la manière sénégalaise, donc en le tenant dans la main et en utilisant une technique spéciale. Ça, on a tout réservé dans un plat. Ensuite, on a coupé... En fait, ce matin, on est parti de Bignona et on a pris la route de Ziguinchor. Et là, paf à quelques kilomètres de Ziguinchor, énorme flaque. Et en fait, c'est un petit passage à gué. Donc les voitures arrivent à passer en roulant doucement, les motos on a l'impression qu'ils mettent pied à terre et qu'ils poussent, et nous on va faire comme les motos. Nous bifurquons plein est, quittons la côte et nous enfonçons dans les terres en direction de la Guinée. Après 1 mois de tâtonnement et d'immersion progressive, notre aventure a enfin trouvé son rythme. Nous roulons en général 5 jours de suite, en dormant dans les villages, puis passons 2 jours pleins de repos dans des petits hôtels pour prendre du temps pour nous. En semaine, nous nous levons à 6h30, commençons à rouler à 8h jusqu'à la pause à 10h30, que nous prenons dans la brousse, le plus à l'écart possible des villages. Nous avons en effet besoin de dormir et d'être un peu seuls pour pouvoir être d'attaque le soir dans les villages. Nous reprenons la route à 16h, quand le soleil tape moins fort, jusqu'à 17h30 en général, où nous cherchons un village où dormir. En presque 1000 km au Sénégal, nous avons trouvé notre façon de voyager, qui allie temps pour nous et rencontres, vélo et découverte, aventure et régularité. Nous atteignons la Guinée, ravis de ce début de voyage et du champ des possibles qui s'offre à nous. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes intéressé par les initiatives rencontrées,
N'hésitez pas à écouter la série de podcasts Ceux qui agissent. Vous pouvez aussi nous suivre sur le blog et sur Instagram, dont les liens sont en description. À bientôt! À bientôt.